Donc, je suis très heureux, chers collègues, d'être auditionné aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce qu'on ne travaille pas pendant plus de 10 ans sur l'histoire parlementaire sans apprécier toujours davantage venir dans cette maison. Et puis me retrouver aussi avec vous, visage bien connu pour toutes les discussions qu'on a déjà pu avoir sur l'histoire parlementaire, sur quelques personnages, notamment un en particulier, mais d'autres qui forment la vie de notre Parlement. Alors, en introduction à quelques mesures d'ordre constitutionnel ou réglementaire que je pourrais proposer à l'issue du propos, je propose donc une fresque historique rapide de ce qu'est la culture du contrôle en France, et notamment sous les républiques, les 3e et 4e, essentiellement la 3e d'ailleurs. En disant d'abord que le contrôle et l'évaluation, y compris de la législation elle-même, apparaissent sous la Ve République comme le parent pauvre des institutions. Certes, le général de Gaulle a rappelé à plusieurs reprises, notamment au début du régime, que le Parlement devait voter les lois et exercer le contrôle du gouvernement. La révision constitutionnelle de 2008 a, en termes de contrôle et d'évaluation, apporté un grand nombre de mesures, et ces mesures sont désormais dans le règlement de l'Assemblée nationale. Cette réforme est allée jusqu'au bout de sa logique. Peut-être pas, même s'il est encore trop tôt pour le dire, ou si l'ensemble des acteurs ne s'est pas véritablement encore approprié cette réforme. Alors, avant de proposer quelques éléments de réforme et de parler donc de cette réforme sous la 5e au sens strict, je voudrais donc dire quelques mots sur la culture française du contrôle, notamment sous la Troisième République, afin d'en tirer quelques enseignements. En historien du Parlement, je dirais d'abord qu'il est essentiel de parler de contrôle. On peut même dire que la notion de contrôle est consubstantielle à l'histoire parlementaire française, à celle des démocraties modernes en général. D'abord parce que si l'on prend l'exemple de la Troisième République, le contrôle est partout, sans être pourtant indiqué quelque part, nommé en quelque sorte. Il légifère beaucoup, le Parlement. Il exerce un contrôle sur le gouvernement, sur son administration de façon quotidienne. Il légifère beaucoup, il élabore un grand nombre de lois, il décide par le biais de la délibération parlementaire, mais il contrôle tout autant. Sous la Troisième République, on parle d'ailleurs de contrôle pour désigner la conséquence politique de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ces deux notions, donc, contrôle et responsabilité, sont symétriquement liées. On ne trouve par exemple nulle part dans le traité politique et parlementaire d'Eugène Pierre d'entrée ou de chapitre sur le contrôle. Mais on parle de contrôle dans le chapitre sur la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Pour cette raison, et pour d'autres, il est donc difficile d'évaluer ce que pourrait être, par exemple, la procédure parlementaire, le mode de scrutin ou le cumul des mandats. Il est difficile d'évaluer la notion de contrôle du gouvernement, car il s'agit là d'une donnée purement politique, fluctuante au gré des rapports de force majoritaires, ce qui ne nous empêche pas tout de même de la conceptualiser un petit peu. Alors, il apparaît clairement qu'il n'y a pas deux parties opposées l'une à l'autre dans la mécanique parlementaire, mais un système de codécision Parlement-gouvernement. Au fond, le contrôle, comme l'évaluation des textes adoptés, avant leur entrée en application, est le travail autant du Parlement sur le gouvernement que celui que le gouvernement fait sur lui-même pour s'adapter aux souhaits du Parlement. Dans la pratique courante, et je sais qu'ici on parle de contrôle de l'application plutôt que le contrôle a priori, mais je voudrais faire une petite insiste sur le contrôle a priori, car l'activité de contrôle du Parlement s'accomplit aussi avant le vote de la loi. Dans l'élaboration d'une loi, le gouvernement va s'assurer que les mesures préparées par lui sont en phase avec la majorité. Si l'accord existe, il agit. Si cet accord n'existe pas, et si le cabinet juge possible de modifier sa ligne de conduite, il tient compte des objections qui lui sont faites. Enfin, si les contradictions qu'il rencontre ne lui semblent pas conformes au véritable intérêt du pays, il provoque un débat au terme duquel la question de confiance sert à trancher le différend. Donc le contrôle fonctionne en permanence sous la forme d'interpellations, sous la forme de questions. Les ministres peuvent être interrogés sur leur gestion même au cours de l'examen du budget, au cours de la discussion des lois ordinaires, beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors peut-être que, pour conclure là-dessus, pour bien montrer l'importance de cette culture du Parlement, on peut dire un mot des majorités qui finalement, majorité parlementaire, qui incarnent cette relation exécutif-législatif et qui permettent au contrôle de s'exercer en permanence. Dans cette relation contractuelle de donnant-donnant, il était courant à l'époque de la Troisième République d'entendre un rapporteur, un ministre ou un président du Conseil entrer en séance et de dire
à la représentation nationale, messieurs, pour vivre, il nous faut une majorité. Sous-entendu, pour que le gouvernement puisse vivre et puisse durer, et pour que le contrôle du Parlement sur le gouvernement puisse également être appliqué. Si bien qu'on voit l'évolution des majorités parlementaires dans une même séquence parlementaire, eh bien, se faire passer de la majorité électorale à la majorité de confiance, puis de la majorité de confiance à la majorité de contrôle, puis de la majorité de contrôle à ce qu'on pourrait appeler, si la majorité de contrôle a été très équilibrée et fortifiée, une majorité de gouvernement. Ce que je veux dire par là, c'est que si une majorité exerce son contrôle de manière équilibrée et renforcée, le gouvernement peut être maintenu dans la durée en poste. Valdez-Rousseau, Combes, Clémenceau sont des gouvernements qui ont duré 3 années, précisément parce que cette relation de majorité entre le Parlement et son contrôle sur le gouvernement et le gouvernement d'autre part a été particulièrement forte. On peut citer aussi quelques cabinets qui n'ont duré que 2 années, les cabinets brillants avant 1914 et les cabinets Poincaré après 1919. Donc le contrôle s'exerçait en séance par le biais de la question de confiance et d'interpellation, on vient de le voir, mais s'exerçait aussi naturellement en commission. Et enfin, ça pourrait être un élément peut-être de discussion, dans des commissions extra-parlementaires qui étaient mises en place à l'issue du vote et de l'adoption des lois et qui permettaient à des hauts fonctionnaires, par exemple du Conseil d'État, et à des parlementaires de siéger ensemble et d'évaluer ce qui avait été fait afin de rendre plus applicables ou mieux applicables les lois, en tout cas dans l'étape de la rédaction des règlements d'administration publique. Ces commissions d'extra-parlementaires que parfois on a appelé commission mixte, mais à ne pas confondre avec l'ancêtre des commissions mixtes paritaires, est un exemple que je livre à la discussion. Simplement, je voulais illustrer mon propos là-dessus. Il y a un grand nombre de lois qui ont montré que ce contrôle, que la fréquence de ce contrôle, la permanence de ce contrôle avant le vote de la loi était un élément central de l'élaboration de la législation. On pourrait en citer d'autres, mais notamment la loi de séparation de l'Église et de l'État. Alors bien évidemment, là j'arrive à la deuxième partie et dernière de mon propos, il n'est pas question de transposer un régime sur un autre, notamment dans le cadre du parlementarisme rationalisé. En revanche, l'avenir vient de loin, comme dirait l'historien Jean-Noël Jeannet, en ce sens que la constitution d'un pays est le fruit de son histoire. S'agissant du contrôle et de l'évaluation, il en est donc de même, si bien qu'on peut se demander aujourd'hui quelles mesures pourrait-on apporter aux mesures de contrôle qui existent déjà dans notre Constitution et dans le règlement pour bien contribuer à vos travaux et à la réforme du contrôle et de l'évaluation. D'abord, j'ai identifié 5 groupes de mesures possibles, avec naturellement des discussions sur chacune. La première, c'est dans le cadre de la semaine de contrôle, et notamment la réforme du contrôle sur l'ordre du jour, il pourrait y avoir effectivement proposition d'une réforme constitutionnelle, en tout cas visant à modifier la Constitution et qui permettrait de rendre la semaine de contrôle, la seule semaine du mois, réellement semaine de contrôle, c'est-à-dire de supprimer les termes par priorité, par exemple, de manière à ce que, durant cette semaine-là, le gouvernement ne fixe pas à l'ordre du jour la discussion de textes de loi classiques ou de discussions budgétaires. Peut-être que, éventuellement, les mesures réglementaires pourraient y être discutées, mais c'est une séance de contrôle, une semaine de séance de contrôle consacrée essentiellement et exclusivement au contrôle. Ça passe par la révision de la Constitution. Une autre mesure pourrait être celle-ci, simplement peut-être passant par la réforme du règlement de l'Assemblée, l'organisation de séances, durant la semaine de séances de contrôle, de séances visant à discuter les conclusions des rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il y en a beaucoup, mais on discute rarement les conclusions de ces rapports en séance publique, notamment pendant la semaine de contrôle. Ça pourrait être également une séance, peut-être une demi-journée, mais avec une fréquence à déterminer, mais qui viserait à discuter les conclusions du rapport du comité d'évaluation et de contrôle, comme on le fait par exemple pour le rapport de la Cour des comptes, dont les conclusions sont discutées en séance publique. Pourquoi ne le ferait-on pas avec le principal organe de contrôle mis en place par la réforme de 2008 ? Ça passe donc pas par une réforme constitutionnelle, mais par une réforme du règlement. Et pourquoi pas faire la même chose avec les rapports des commissions d'enquête, qui là aussi sont parfois peu exploités. Au titre de ce premier groupe de réformes, concernant la réforme du contrôle sur l'ordre du jour,
il y a une mesure qui serait peut-être intéressante si on prend en compte naturellement l'opinion publique et la démocratie d'opinion dans laquelle nous vivons, celle de donner ou de proposer un droit de réplique lors des questions au gouvernement. C'est-à-dire que le député qui pose la question la pose à un ministre et peut répondre à la réponse du ministre. Alors, avec des conséquences certainement sur le temps de parole, mais en tout cas permettant aussi là de développer ce contrôle-là. Ça, c'est le premier bloc de propositions. La réforme des questions au gouvernement serait vraisemblablement, enfin, pourrait se faire simplement par une réforme du règlement. Le deuxième bloc de propositions, c'est directement lié au CEC. Le principal problème qui est observé dans les rapports d'étape sur la mise en place de la réforme de 2008, c'est que finalement, cette semaine de contrôle n'est pas populaire, y compris auprès des parlementaires. Et il semblerait même que les travaux de ce CEC ne soient pas suffisamment scénarisés, si on peut employer ce terme-là. Pourquoi, par exemple, ces travaux feraient-ils l'objet de discussions lors de la séance de contrôle en séance publique dans l'hémicycle de l'Assemblée, et pas dans un hémicycle peut-être plus petit, ou même dans une salle interactive, comme ça, face à face, dans un échange beaucoup plus directif, enfin beaucoup plus rythmé de ces séances de contrôle que pourrait prendre qu'on pourrait faire salle Lamartine, par exemple, les parlementaires pourraient faire salle Lamartine, ça a déjà été fait, on pourrait peut-être renforcer davantage, systématiser peut-être ces séances de discussion autour des rapports des comités de contrôle, ainsi. Autre élément dans ce deuxième groupe de propositions, le CEC pourrait être saisi par les commissions pour évaluer un amendement plutôt lourd, introduit tardivement dans la discussion des commissions, et donc qui ne serait pas soumis aux études d'impact qui accompagnent les projets de loi. Le CEC ne pourrait-il pas être saisi donc par les commissions pour faire une étude d'impact a posteriori, en quelque sorte, sur l'amendement lui-même. Enfin, dans ce deuxième groupe de mesures, et je termine là-dessus, dans le cadre du suivi de l'application des lois, ne pourrait-on pas obliger, ce sont les textes, mais ça nécessiterait peut-être une incise dans la Constitution, dans le suivi de l'application des lois, obliger le gouvernement à justifier devant les commissions parlementaires compétentes de la non-publication des décrets d'application à l'expiration du délai de 6 mois qui est pourtant indiqué noir sur blanc dans la réforme. Certainement, donc, passant par une petite, là aussi, mesure de réforme constitutionnelle. Ça c'est le deuxième bloc des propositions. Le troisième bloc, c'est s'agissant des contrôles des pouvoirs de nomination du président de la République par le Parlement. Est-ce qu'il ne pourrait pas être envisageable de retourner la majorité des 3/5, une majorité négative vers une majorité positive? C'est-à-dire que pour le moment, la nomination du président de la République peut être retoquée dès lors qu'il y a 3/5 de vote contre. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elle sera acceptée dès lors qu'il y aura 3/5 de vote pour? Alors pourquoi cela? Simplement parce que ça permettrait de créer des consensus et de traiter directement de la compétence des personnalités qui pourraient être nommées, et ainsi permettre à la discussion de s'engager sur un mode plus consensuel, plus convergent que sur un mode de rejet. Quatrième et avant-dernier bloc de propositions, le contrôle du Parlement sur les questions européennes. On sait que la mise en place de la Commission des affaires européennes, ensuite de la délégation des affaires européennes, est intéressante, mais on pourrait peut-être initier, comme le fait le Bundestag et le Parlement européen, un débat, alors avec des modalités qui pourraient être précisées, qui pourraient suivre le débat, un débat à la suite de chacun des conseils européens. Le Conseil européen n'est pas responsable devant le Parlement européen comme la Commission. Or, il prend un certain nombre de mesures qui sont extrêmement importantes en matière notamment de transmission, de transposition du droit communautaire dans notre droit interne. Et la Commission des affaires européennes pourrait précisément jouer ce rôle-là de débat à la suite de ces conseils européens. Le règlement permettrait de pouvoir faire cette réforme-là. Et enfin, j'ai voulu terminer sur, puisqu'on parle de contrôle, des droits de l'opposition. Droits de l'opposition qui ont été mis en place aussi par la réforme constitutionnelle 2008, qui
ne sont pas vraiment totalement exploitées. Et là, je proposerai deux mesures. Une qui passe par la réforme du règlement et qui serait peut-être d'instituer sur chaque texte un contre-rapporteur, c'est-à-dire un rapporteur de l'opposition, de manière à ce que on supprime, enfin en tout cas on réduise encore ce qui peut être réduit de l'obstruction parlementaire, mais en tout cas pour responsabiliser l'opposition dans le rapport d'un texte et dans la manière de l'élaborer. Voilà, donc c'est une proposition également. La dernière, elle est peut-être un peu plus, elle passe par la réforme constitutionnelle et elle est peut-être, je pense, très discutable. En tout cas, elle s'inscrit un petit peu contre la culture et de la troisième, de la quatrième et peut-être de la cinquième. C'est pourquoi ne pas organiser une audition qui serait rendue non pas systématique, mais en tout cas régulière du président de la République devant les parlementaires. Alors on sait que l'article 18 permet l'adresse à Versailles, qui n'est suivie d'aucun débat. On ne pourrait pas coordonner cette adresse avec ces fameuses questions, puisque l'adresse est l'initiative du président de la République. Donc s'il ne veut pas aller parler devant les parlementaires pendant 5 ans, il ne le fera pas. Donc peut-être essayer de trouver une solution, et l'article 18, en le réformant, pourrait y contribuer, à faire en sorte que devant le Congrès, peut-être une fois par an, voilà, le président pourrait prendre la parole devant les parlementaires et répondre à un certain nombre de questions. Tout ça ayant pour but, en tout cas cette mesure, de renforcer ce contrôle dans l'opinion publique, parce qu'il est bien question aussi, puisqu'on parlait de scénarisation, de montrer que le Parlement contrôle aussi de manière visible. Il fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de rapports, le contrôle des commissions est permanent aussi, on peut le dire, sous la Ve République, en tout cas, 7 semaines sur 4. On cherche à scénariser le contrôle en séance. Y a-t-il pas un moyen, là aussi, de le renforcer directement par le canal médiatique avec une mesure de cette ampleur-là? Voilà, je m'en tiens là, je vous remercie pour